Voyez-vous, mesdames, messieurs, les aléas techniques n'auront pas raison de nous. Nous vous rejoignons 10 minutes après, mais nous avons mis tout en œuvre pour vous retrouver. Évidemment que nous en sommes désolés, mais soyez sûrs que nous vous ferons rattraper ces 10 minutes avec une bonne ambiance, mais parfois un peu chaude, puisqu'on va discuter, on va se tirailler sur les sujets. On veut tous du bien pour notre nation et pour notre Afrique, vous savez. C'est le leitmotiv de cette émission. Merci d'être avec nous encore pour cet autre rendez-vous du Grand Talk. Merci et surtout, gardez la fidélité. Elle est là avec nous, Christelle. Oh, j'adore ce qu'elle fait, ses compositions, ses cheveux tout noirs. Elle me met un haut avec des rappels de noix et puis le pantalon noir. Je pense que vraiment, Christelle, moi je suis un homme simplement heureux de me retrouver en compagnie d'une dame qui a du goût. C'est pas connu quand même de toutes les dames qui ont du goût, mais elle a du goût et c'est bien. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Bonsoir André. Merci pour cette belle litanie. Mais comment il faut dire que toutes les femmes de Côte d'Ivoire et les téléspectatrices qui nous regardent du monde entier ont du goût. Ah, je voulais me faire des ennemis. Même, non, c'est raté. Elle a rattrapé le coup. Et puis, avec ta permission, bonsoir à ma très chère Isabelle. J'aime bien ce verre militaire. Merci beaucoup. Comparé à l'orange, Côte d'Ivoire, Derman, bonsoir. Bonsoir. Daouda, bonsoir. Bonsoir, Très Christelle. en beauté ce soir. Merci beaucoup. Mais j'aimerais juste faire une petite précision. Yes. C'était une tradition l'année passée. Oui. Tant qu'on n'a pas dit ton nom à l'antenne, tu ne parles pas. Oh ben écoutez, voilà, il faut que la tradition ne puisse rester. Donc bonsoir, vous avez répondu. Voilà. Bonsoir Élisée. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir les amis, bonsoir chez vous. Il faut qu'ils retiennent que les méthodes de l'ancien régime ne sont pas vraiment. Tu sais, l'ancien régime peut toujours avoir ses adeptes dans le nouveau. Il faut rappeler que, comme on a dit, la parole vous est donnée, vous ne l'arrachez pas. Très bien. Mesdames, messieurs, voilà comment nous nous installons. Mais tout de suite, juste après ce court instant d'installation, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir à tous. C'est plus de 15% de la population ivoirienne qui sont concernés par toute une pléthore de projets. Depuis donc le début de l'année 2023, le gouvernement a décidé d'accélérer la cadence pour ce qui est de l'accompagnement des jeunes, formation, emploi, qualification, requalification. Eh bien, on l'a appris cette semaine, le projet de 5000 personnes dans les métiers du sport est en train allègrement d'aller vers, on va dire, son aboutissement. Qu'en est-il à l'heure où nous vous en parlons? Eh bien, on va permettre aux uns et aux autres de se prononcer là-dessus, Christelle. Tout à fait. Il concerne donc les jeunes âgés de 18 à 40 ans, lancé le 26 juin 2023 par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, avec en collaboration le ministère des Sports et celui de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. À la faveur de la CAN prochaine, ces 5000 jeunes qui ont été formés à différents métiers du sport, connexes au sport, vont donc commencer à travailler, mais ça passe par la case visite médicale. Isabelle, un mot là-dessus. Oui, alors il y a eu l'appel à candidature qui a été lancé donc fin juin et aujourd'hui donc l'agence Emploi Jeunes a donc publié la liste des jeunes admissibles donc à ces métiers. Il faut savoir aujourd'hui que pour pouvoir avoir accès aux métiers sportifs, on n'a pas besoin de faire du sport de haut niveau, donc parce qu'il y a des métiers en fait connexes au sport, notamment le métier de stadier, commentateur sportif, etc. Et donc c'est ce à quoi en fait le gouvernement appelle les jeunes pour saisir donc cette opportunité. Il faut savoir que c'est à la faveur donc de la CAN et la Côte d'Ivoire veut se doter de ressources humaines de qualité pour pouvoir donc assurer pleinement donc la compétition qui va se tenir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? C'est que ce sont des métiers quand même qui sont emblématiques du sport. Ils sont des métiers nobles parce que par exemple il y a des métiers comme moniteur ou encore maître nageur, etc. Donc ce sont des métiers qui transmettent le savoir, qui transmettent une discipline, des règles et des valeurs. Donc je pense que c'est à saluer et donc il y a eu plusieurs phases. Il y a eu l'appel à candidature. Aujourd'hui, donc, il y a la liste qui a été publiée. Les jeunes vont ensuite faire la visite médicale pour après donc, être formés. Alors, sur un tel dispositif, 5000 personnes, le sport, ça fait pratiquement partie des habitudes des Ivoiriens. Mais est-ce que vous vous dites,
les Ivoiriens connaissent vraiment l'ensemble des métiers du sport. Et ça va peut-être contribuer à, comme l'a dit tout à l'heure Isabelle, à nous permettre d'identifier ce bassin d'emploi que représente le sport, non? Oui, mais au-delà même du bassin d'emploi que représente ce projet, je veux dire, ça va permettre en fait aux Ivoiriens en fait, à s'intéresser au sport. Parce que pour ceux qui se rappellent encore, dernièrement, le Premier ministre Patrick Achi était allé inaugurer la construction d'une piscine olympique. Je pense que généralement, même quand il y a des sports au niveau international, nous ne sommes pas parce que véritablement, on n'est pas trop adeptes de certains sports. Avec ces 5000 jeunes qui vont venir former d'autres jeunes qui seront dans ce type d'emploi, forcément, ça va aider au niveau national et pourquoi pas faire développer l'économie du sport, en fait. Après cette CAN, forcément, les stades que nous avons, les stades d'entraînement que nous avons, forcément, il faut que ça puisse vivre. Il va falloir avoir du personnel. Voilà, il faut avoir du personnel pour animer tout ça. Et sincèrement, je trouve que c'est une très bonne chose pour les jeunes et une source d'emploi pour ces jeunes-là aussi. 5000, c'est déjà bon. Très bien. C'est beaucoup. Très bien, Herman. La visite musicale, ça sera bientôt du 5 au 7. Mais est-ce que vous projetez dans le temps, après la CAN? Qu'est-ce que ces jeunes-là pourraient faire? Oui, franchement, quand on entend qu'on a des infrastructures économiques, on sait ce que le gouvernement veut faire du sport, faire de cela une véritable industrie. Donc on parle d'industrie sportive. Ça, c'était la dynamique du gouvernement. Aujourd'hui, ça va permettre de prévoir, il faut prévoir maintenant une stratégie d'insertion de ces jeunes-là qui ont appris un métier. On a parlé tout à l'heure des piscines olympiques qu'il y a. Il y a des métiers qui sont liés au sport. Il faut que ça ne soit plus des amateurs au niveau des clubs qui gèrent le sport et que ça ne soit plus du copinage. Il faut qu'il y ait des personnes, ces personnels-là peuvent être sollicités par les différents clubs et autres, et puis par rapport aux infrastructures pour aller de l'avant avec. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. Quand le gouvernement fait bien, on le salue, et quand ce n'est pas bien, on le dit. Mais il y a quand même une question que je me pose. À côté de ces 5000 jeunes, quelle est la différence de leur travail par rapport à ceux des bénévoles qui sont affectés aussi au niveau de la CAN? Peut-être que certains parmi nous ici ont des... Élysée, qui est quand même un observateur averti de ce qui se passe au niveau donc, du gouvernement, va nous répondre. Mais avant, en même temps, je voulais dire, là, il s'agit quand même de 28 métiers du sport, Élysée. Est-ce que, puisqu'on parle d'année de la jeunesse, qu'est-ce que vous vous dites, nous sommes en train de passer dans une forme de massification des métiers vers lesquels les jeunes pourraient justement aller dans le cadre justement de cette année de la jeunesse? Bien évidemment, je pense que la question de, si tu permets, la question de Herman me permet déjà aussi de donner une réponse ou du moins de préciser quelque chose que Isabelle avait dit qui pour moi quand même prêtait à confusion. Il est bien quand même de lever cet équivoque-là. Les 5000 qu'on recrute, le prétexte, c'est la CAN est perçue comme un prétexte. Mais ce n'est pas juste pour la CAN, c'est surtout pas pour la CAN même. C'est vraiment pour amener ces jeunes-là à travailler dans les métiers du sport. Il a dit 28 métiers de sport. On aurait pu peut-être mettre la liste ici, mais on pourra peut-être prochainement revenir dessus. Mais vous allez voir en regardant ces métiers qu'il y a beaucoup de métiers au niveau du sport qui sont ignorés et que beaucoup d'hommes ignorent et qui pourtant on a maître nageur, sauveteur, voilà, sont indispensables. Fabricant d'articles et d'équipements de sport, reporter, photographe, kinésithérapeute, agent d'accueil, moniteur sportif, vendeur d'articles de sport au détail. Merci beaucoup. Donc, comme vous le constatez, il y a une pléthore de métiers autour du sport. Aujourd'hui, pour moi, lancer une telle initiative est tellement en cohérence avec le niveau de développement qu'on est en train de prendre. Là, on construit des infrastructures dans le cadre de la CAN. On a 6 stades précis qu'on construit dans le cadre de la CAN. Ces stades-là, il faut bien qu'il y ait des gens qui entretiennent ces stades. Il faut bien qu'il y ait des gens qui entretiennent les pelouses. On a construit des agoras. Là, on en a 13 prévus sur le territoire. Il faut que ces agoras soient entretenus. Il faut que les gens comprennent comment marche un agora et qu'ils puissent conduire la direction de ces agoras-là. On a des piscines, on a des piscines olympiques qui sont en train d'être construites dans différentes villes. Donc, vous constatez que justement, toutes ces infrastructures auront besoin de personnel pour pouvoir permettre leur bon fonctionnement. Et donc, c'est tellement cohérent de lancer un tel projet. Et je tenais vraiment à féliciter les jeunes qui sont allés au contact et qui aujourd'hui sont admissibles et qui peut-être demain seront totalement admis. Et c'est déjà une porte d'ouverture. On est dans une dynamique de donner de l'emploi aux jeunes. On est dans une dynamique de permettre aux jeunes de prendre un certain nombre de responsabilités et de tels projets sont à saluer. Herman aussi parlait de la différence entre les bénévoles de la CAN. Sur cette question. Ça, c'est une initiative étatique. J'explique rapidement. C'est une initiative étatique, c'est-à-dire c'est un projet qui, comme je l'ai dit, qui va au-delà de la CAN. Les volontaires sont sous la direction du COCAN.
Le COCAN, qui a la responsabilité de l'organisation de la CAN, a mis en place sa structuration. Et dans sa structuration, il aura besoin de volontaires pour l'aider dans l'organisation pratique de la CAN. Juste pour vous aider là-dessus, le COCAN travaille justement sur ce projet-là en lien direct avec le ministère de la Jeunesse qui est chargé. Donc il y a un projet sur les volontaires et les bénévoles. Donc on a lancé un grand projet qui va permettre de recruter un peu plus de 20 000 volontaires. Donc tous ceux-là vont participer à l'organisation de la CAN. Ici, comme il le précise, on est vraiment, les 4 milliards, 294 millions sont là pour permettre justement aux jeunes d'avoir un emploi durable qui va au-delà de l'organisation de la CAN. En fait, et pour enchérir sur ce qu'il disait, le programme volontaire et bénévole va au-delà donc des métiers connexes au sport. Parce qu'on demande par exemple au niveau du volontariat d'avoir des guides touristiques, d'avoir des agents au niveau des aéroports, etc. qui vont pouvoir accueillir donc tout le personnel et les voyageurs qui vont arriver, etc. Donc en fait ça va au-delà donc des métiers connexes au sport. C'est ce que je voulais rajouter sur ça. En fait, ce que moi je voudrais dire concernant le projet, pour revenir au projet, le projet s'inscrit dans le programme PGGOU, programme jeunesse du gouvernement. Et à l'issue de la formation de ces jeunes-là, ils seront accompagnés en fait par le biais de dispositifs d'aide pour qu'ils puissent s'installer à leur propre compte. Mais au-delà de ça, ceux qui ne peuvent pas s'installer forcément à leur propre compte, s'il faut trouver de l'emploi, des stages pour d'autres personnes pour qu'ils puissent s'insérer. Parce que vous savez tous que le problème de l'emploi dans le monde est un problème de gouvernance même. C'est un casse-tête chinois pour tous les gouvernants. D'autant plus que le monde sportif aujourd'hui est en plein essor et rien que pour représenter, ce que en France, par exemple, le monde sportif représente un potentiel de 448 000 emplois. Donc c'est dire en fait l'envergure que cela va prendre. Donc c'est vraiment un levier. Encore, Voilà, c'est vraiment un levier d'insertion. Exactement, c'est un levier d'insertion, mais c'est aussi un levier de retour à l'emploi, notamment que ce soit pour les jeunes déscolarisés ou pour ceux qui veulent faire une reconversion professionnelle, c'est l'opportunité à saisir. Très bien. En tous les cas, pour ceux qui sont admissibles et les autres Ivoiriens qui veulent en savoir plus, les différents canaux existent. Pour ceux qui sont admissibles, c'est d'aller sur le site qui leur a été dédié. Mais après, rendez-vous sur les sites de l'AEJ, parce que dans le cadre, comme l'a dit Daouda, du programme jeunesse du gouvernement, il y a beaucoup d'opportunités qui sont offertes donc, pour les jeunes. Voici ce qu'on pouvait dire sur le processus, où est-ce qu'il en est dans le cadre du recrutement de 5000 jeunes pour les métiers du sport. Et puis l'actualité ivoirienne, évidemment, est rythmée par ces élections. C'est le cœur de la démocratie ivoirienne et elle continue de s'exercer, notamment avec l'entrée en jeu du Conseil d'État. Le Conseil d'État s'est prononcé, on a regardé pas mal des attendus donc, du Conseil d'État. On se pose des questions, on aimerait en toute démocratie ici en débattre sur ce plateau. Très bien. Quand je vous dis Cocody, requête mal fondée, donc rejetée. Divo, requête mal fondée, rejetée. Yopougon, requête mal fondée, rejetée. Oumé, seul à la peau, voilà, à la vie sauve, requête bien fondée. Élection annulée, reprise de l'élection dans un délai de 3 mois. Buyo, Trècheville, Ouaninou, Plateau, Abengourou, toutes sont donc à l'échelle de requêtes mal fondées, donc rejetées. Alors sur ça, Christelle, une fois qu'on a dit tout ça, on va s'arrêter quand même sur un endroit emblématique et c'est comme ça qu'on va engager la discussion avec nos amis, puisque c'est d'abord le candidat du PPACI qui s'est prononcé déjà, puisque il n'y avait pas que le RAGP, parce que tout le monde pense qu'il n'y a que Fabrice Awignon qui avait porté un recours. Il y a aussi le candidat Guy-Florent Monet du PPACI qui se dit très déçu. Alors vous allez nous décrypter tout ça. Pourquoi ces candidats, bon déjà c'est vrai, ça a été rejeté, ils sont déçus, mais au fond, pourquoi aujourd'hui ils sont déçus? On peut se poser la question. C'était quoi leur reproche au processus? Déjà, je pense que hier sur ce plateau, j'avais déjà évoqué la question, parce que déjà, quand on regarde comment les élections ont commencé au plateau, déjà, les gens doivent voter le matin. On ne vote pas le matin. C'est pratiquement à 15h, 16h. Les gens votent dans la rue et autres. Quand on regarde tout ce système, on se dit pourquoi est-ce que la commission électorale indépendante n'a pas annulé les élections de façon claire et nette. D'autant plus que le soir même des élections, le président de la CEI, M. Koulibaly Kuibier, va sur une chaîne et il dit que des agents, ses collaborateurs ont été corrompus.
Bon, je veux dire, dès l'instant que tu affirmes Vous cela... pensez qu'à ce niveau-là, il aurait dû déjà... Il aurait dû simplement... En fait, c'est une question de bon sens. Très bien. Pour moi, c'est une question de bon sens. On doit annuler cette élection. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. On a poussé le bouchon assez loin pour finalement... On se demande, qu'est-ce qui s'est passé? Très bien, merci. Voilà. Alors, Je sais qu'il y a eu des... On peut dire qu'il y a des irrégularités, ça et là et autres, mais pour le plateau, ça a été visible, tout le monde l'a vu. Les gens ont voté jusqu'à 22 h. C'est qui, de vous à moi, si vous avez un parent qui doit aller voter le matin et qui ne peut pas voter jusqu'à 15 h, 16 h, mais arrivé un moment, je rentre chez moi. Donc finalement, mes électeurs ne sont plus là. Herman, la plupart enfin, le point du Conseil d'État, c'est requête mal fondée, donc rejetée. Pour expliquer un peu aux Ivoiriens, ça veut dire quoi, requête mal fondée et rejetée? Une requête mal fondée, c'est simple que les arguments présentés ne sont pas convaincants d'un point de vue juridique. Donc l'institution qui est le Conseil d'État, qui est une institution judiciaire, ne peut pas, à partir des éléments qui ont été présentés par ceux qui ont présenté les requêtes, décider que enfin, leurs arguments sont valables, comme à Oumé, par exemple. Comme à Oumé, par exemple. Donc, je pense que ça ne veut pas dire en même temps qu'il n'y a pas forcément d'irrégularité. Ça, la question des irrégularités, avant cela, c'est les pièces que une juridiction prend, que le Conseil d'État prend. On regarde les pièces. Est-ce que c'est à froid les pièces? On discute des pièces. Tout peut y avoir collecté des vidéos. Mais ces vidéos-là, qui prouvent? Qu'est-ce qui prouve que ces vidéos-là ne viennent pas de Mankono ou bien de Divo et non pas forcément de l'endroit où... Donc, si ces éléments ne sont pas cohérents d'un point de vue juridique, le Conseil d'État ne peut pas statuer sur ça. Donc, la requête est mal fondée. Alors, sur ça, quand même, je voudrais qu'on soit vraiment très précis. Herman a bien fait de nous dire c'est la façon dont les dossiers ont été engagés. Mais là, il y a un point précis. Je vais m'adresser à Élisée Bouloube, observateur. On nous dit, par exemple, qu'un centre de vote, ce n'est pas juste un bureau, parce qu'un bureau, il y a 400 personnes qui votent. Donc, quand dans un centre, il y a au moins 4 à 5 bureaux de vote, donc on peut se retrouver avec près de 1200 à 1300 électeurs. Quand un centre est déplacé d'un point A à un point B, à quel moment on peut se dire que le Conseil d'État peut refuser d'analyser cet acte-là comme un acte d'irrégularité et donc pouvant jouer sur on va dire le point final, le verdict? Bon, dans ce cas, je pense que mes prédécesseurs sont revenus un peu dessus. Je vais peut-être aller un peu plus loin dans l'explication. Mais vous voyez, il faut déjà comprendre que le processus électoral est à plusieurs niveaux. Il y a l'organe en charge de l'organisation même du scrutin, c'est la CEI, qui a pour responsabilité de tout mettre en œuvre pour que le scrutin se déroule dans de très bonnes conditions. En toute sérénité. C'est sa responsabilité. Quand on sort de là et qu'on constate qu'il y a eu quelques irrégularités et que les candidats ont le droit, c'est leur droit, quand ils constatent que ça ne s'est pas fait dans les règles de l'art, de saisir le Conseil d'État qui, lui, se prononce sur la base des pièces à sa disposition. On est d'accord. Donc, quand on regarde ce schéma, à un moment donné, avant qu'on arrive au Conseil d'État, c'est de se poser la bonne question. Mais qui est-ce qui, à l'origine du fait que les élections ne soient pas déroulées comme il se devait? Il faut dire que ces responsabilités soient situées. Qui situe ces responsabilités? C'est ce que je dis. Et dans ce cas mais bien sûr, et dans ce cas précis, mais dans le cas du plateau, on va aller directement dans le cas du plateau. Dans le cas du plateau, avec ce que Daouda a dit et avec ce que nous-mêmes nous avons vu, auquel nous avons assisté, et même les propos du président de la CEI, on se rend compte visiblement que tout n'avait pas été réuni pour avoir un scrutin serein. Ça, c'est ce que ça veut dire. Parce que déjà, quand on reconnaît soi-même que les bureaux se sont ouverts autour de 16 h, vous imaginez quelqu'un qui va à 7 h ou bien à 8 h pour une élection, et c'est à 16 h qu'on ouvre, mais tout le monde ne peut pas forcément rester là. Ça, c'est déjà un. Mais qui reconnaît, bon, pas qui reconnaît, mais qui allègue que éventuellement des collaborateurs auraient pu être corrompus et tout ça, et qui dit donc insidieusement que les choses ne sont pas déroulées comme prévu. Mais moi, je pense que dès cet instant, votre responsabilité est engagée, vous en tant qu'organe qui organise le scrutin. Et la logique et le bon sens voudraient qu'en réalité, vous en tirez toutes les conclusions. Et pour moi, les conclusions dans ce cas précis-là, c'est justement d'annuler le scrutin. Parce que vous qui êtes en charge de l'organisation, vous vous rendez compte que vous avez failli dans votre mission. Mais on n'attend même pas que les candidats aillent porter plainte au Conseil d'État. On se saisit du dossier nous-mêmes. Là, il se trouve que les candidats sont allés. Parce que ce qui est intéressant avec le Conseil d'État, c'est que lui, il tranche, mais il peut trancher en défaveur de la CEI. Oui. La question qu'on se pose aujourd'hui, ou peut-être dans l'incompréhension, on se pose la question pourquoi, avec les éléments réunis, qui sont connus par la presse, des centres qui ont été déplacés, pourquoi le Conseil d'État ne juge-t-il pas que ces éléments sont de nature
à entacher la sincérité du scrutin. Et aussi savoir si le Conseil d'État est habilité à faire des enquêtes pour savoir si est-ce qu'il ne juge pas de façon Justement, est-ce que le Conseil d'État ne juge pas de façon froide les pièces qui arrivent à... Permettons d'avoir, et on revient vers vous, à Isabelle, parce que jusque-là, elle n'a pas parlé. Ce n'est pas le rôle du Conseil d'État d'aller collecter les preuves, en fait, pour chaque candidat. On est d'accord. En revanche, c'est à chaque candidat d'envoyer ses preuves collectées et qui doivent être consignées par voie d'huissier, en fait. Parce que vous savez, le droit a ses règles. Vous pouvez envoyer des photos, des vidéos, mais si ce n'est pas reconnu au niveau juridique, ça ne sert à rien. Voilà. Donc je pense aussi qu'au niveau des dossiers des candidats, il y a peut-être eu, en tout cas, des problématiques qui ont fait qu'au niveau juridique, c'est pas passé. Voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu d'irrégularité. Voilà pourquoi c'est intéressant le développement que fait Élysée. Moi, je ne cherche pas à savoir qui a véritablement gagné ou qui n'a pas gagné. Mais le simple fait que moi, je me dis, moi, candidat, à une certaine heure, si tôt le matin, un certain nombre d'électeurs arrivent, ceux-là ont prévu aller voter et qu'ils arrivent à leur bureau de vote à une certaine heure et que le scrutin ne se déroule pas correctement, que ceux-là, ils retournent à la maison. Même si on ouvre à 16h, qu'on repousse même jusqu'au lendemain matin, ceux qui sont repartis à la maison ne vont pas revenir. Donc, déjà, ces éléments-là pouvaient déjà permettre à la CEI de constater elle-même qu'il y a des... non, ce n'est même pas forcément des... Il n'y a pas un cadre qui puisse permettre la sincérité du scrutin. Et donc, lorsque la CEI ramène la question aux candidats eux-mêmes qui doivent formuler des requêtes pour aller au Conseil d'État. C'est comme si la CEI rejette la patate chaude à une autre institution. Mais elle sait bien que cette institution-là n'a pas un droit de décider en dehors des pièces présentées par les candidats. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le débat, c'est la CEI aurait dû faire et... ne pas attendre qu'on se plaigne auprès du Conseil d'État. Parce que moi, j'aimerais vraiment comprendre votre raisonnement là-dessus. André, quand tu dis cela, pendant les élections... C'est une question. Oui, je comprends bien ta question et je vais y répondre justement. Est-ce que dans le gaiement, pendant le processus, les élections n'ont pas été annulées purement et simplement par la CEI elle-même? Si. L'a-t-elle fait ou pas? Elle l'a fait. Donc, techniquement, quand on sait qu'il y a eu des situations qui ont entaché la sincérité du scrutin, on annule purement et simplement. À quoi pensez-vous concrètement? Non, ce à quoi je pense, je vais dire, pour ce que nous avons pu constater dans la commune du Plateau, est-ce que vous pensez que les voix du Plateau ont véritablement été recueillies? Véritablement, je ne pense pas. C'est mon avis, c'est mon opinion. Je peux me tromper, mais c'est mon opinion sur la question. Mais je vais plus loin. Aujourd'hui, pour moi, il faut qu'au Plateau, on puisse même reprendre carrément même le processus même de, comment on appelle ça? D'enrôlement. D'enrôlement au Plateau. Parce que, tenez-vous bien... Non, je vous dis, mais le plateau c'est trop criard. Parce que les habitants du plateau, ils ne sont que 8 000. Selon ce que la CEI... 7 186. Donc, allons-y sur 8 000. Mais le corpus électoral, on est à plus de 80 000. 82 000. Mais c'est ahurissant. Il viendrait d'où ce surplus-là? Mais c'est la transhumance, comment on appelle ça, le transport de bétail électoral. On ne va pas assister à ça forcément. C'est trop fort quand même. Mais pourquoi vous estimez que c'est fort? Ce sont mes propos. Moi, je les assume clairement. Finissez pour qu'on passe la parole à quelqu'un. Clairement, il faut qu'on puisse revoir les choses clairement aujourd'hui, une bonne fois pour tous au plateau. Parce qu'à chaque 5 ans, on va assister au même scénario. Mais comment imaginez-vous que la commune du Plateau, où il y a la garde républicaine, où il y a la brigade de recherche, où il y a la police nationale, la DGPN, tout est installé au Plateau, mais c'est au Plateau qu'on assiste au grabuge vraiment monumental de la Côte d'Ivoire. Cette élection est vraiment dans une forme de chaos, mais je reviens toujours là-dessus, la question qu'on se pose, comment ça se fait, parce que là je lis les propos donc, de Guy Monnet, parce qu'il a produit un communiqué, et il le dit, il le dit clairement, nos conseils d'avocats et huissiers privés ont bien travaillé, ils ont œuvré dans tous nos dossiers électoraux, donc quelque part, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se poser vraiment la question de savoir, puisque c'est vous qui l'avez dit, hein, Élysée, dans la balance, est-ce que ça a vraiment joué le travail des huissiers ou bien finalement, ils n'ont pas pu recueillir ce qu'ils auraient pu ou dû recueillir? Bon, je pense que cette question telle que posée, le Conseil d'État serait très bien habilité, en tout cas à donner les réponses motivées pourquoi elle a pris une telle décision. Mais visiblement, m'appuyant juste sur ce qui a été produit, c'est que les conseils, peut-être lui, il estime qu'ils ont bien travaillé. Mais le Conseil d'État dit que ce n'est pas fondé
Donc, c'est mal fondé. Donc, sur cette base-là, elle rejette la requête. Lui peut estimer que c'est un bon travail. Mais la juridiction que l'État a établie, qui doit trancher, dit que c'était mal fondé. Moi, dans cet instant-là, il n'y a plus de débat. Le débat, il est clos. Donc, vous pensez peut-être avoir bien travaillé, mais la juridiction vous dit que votre travail n'a pas été à la hauteur de sorte qu'on puisse selon vous, réagir. qu'est-ce qui a fait la différence pour Oumé? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qui a fait la différence pour que le Conseil d'État, justement, accepte... C'est bien fondé. Moi, je ne veux pas. Je veux dire que c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Peut-être qu'on essaiera de regarder dans les dossiers la différence qui fait que, dans certains endroits, on dit c'est bien fondé et dans d'autres, mal fondé pour que, justement, ceux qui nous regardent puissent savoir de quoi il s'agit. C'est toujours difficile, gênant même, de commenter des décisions de justice. Parce que ça, ce n'est pas une cour... ce sont des magistrats qui sont habilités à trancher sur ces genres de questions. Vous voyez bien que aussi bien des candidats de l'opposition que des candidats du parti au pouvoir ont vu à des moments leurs requêtes rejetées comme à accepter. Donc je veux dire que sur la question, on ne peut pas ici dire que la juridiction n'a pas fait son travail. Moi, c'est pourquoi je ramène la responsabilité à la CEI. Très bien. Parce que la CEI, ici, elle avait bien organisé les élections. On a vu jusqu'à 71 requêtes, 71 recours. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu bonne organisation. Très bien, très bien. Attendez les amis, attendez. Ne happez pas la parole. Ça, vous l'avez déjà dit sur ce plateau. S'il vous plaît, on vous a bien écouté. Permettons à Isabelle, qui n'a pas beaucoup défendu son point de vue sur la question, de clôturer avant qu'on reçoive quand même un artiste qui a un talent immense, et Habib Kouyaté, qui sera avec nous dans un court instant. Dites-nous votre point là-dessus pour terminer. Moi, globalement, j'ai un problème de morale, en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini de voter et qu'au niveau du Conseil d'État, dans une localité, ça a été rejeté, alors qu'ils ont eu à voter, en fait, pour des sénatoriales, finalement, si c'est annulé, les sénateurs, enfin, je veux dire, la liste des sénateurs qui ont été élus vont rester en place. Pour moi, il y a un problème de morale, en fait, sur la question. Ouais. Donc, on doit interroger. Et ça, c'est très intéressant. Ça nous permet d'ouvrir un débat qu'on pourrait avoir la prochaine fois. Est-ce que les conditions de mise en œuvre, justement, de la démocratie ivoirienne sont moralement compréhensibles? Parce que, évidemment, on a rejeté des listes qui ont, au fond, participé à élire des sénateurs et plein d'autres choses. Donc, il y a des interrogations. J'espère qu'on aura ici un jour, dans pas longtemps, le président de la CEI pour nous expliquer justement la question entre le juridique et le moral. On pourrait en parler. Les amis, vous connaissez nos relations avec le peuple frère du Mali, mais depuis un moment, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a des artistes qui, eux, continuent de travailler au rapprochement des peuples. Eh bien, c'est dans ce cadre-là qu'on reçoit Habib Kouyaté ici même pour parler de sa présence à Abidjan, dans le cadre d'un concert qui va tenir, il me semble, ce vendredi, du côté donc, de l'Institut français. Immense artiste, vous n'imaginez pas, plus de 2000 concerts à travers le monde. C'est un vrai artiste africain, pour dire qu'il permet de vendre la musique africaine hors de nos frontières. Vous jouez d'un instrument magnifique, le ngoni, c'est toujours... Non, pas le ngoni, vous jouez à quoi? La guitare classique, très bien. Parce que, bon, au Mali, le ngoni, c'est un instrument magnifique. Alors, Habib Kouyaté est avec nous. Nous avons dit, institué cette séquence, comment les relations Mali et Côte d'Ivoire sont imbibées, justement, des œuvres des artistes. Vous êtes artiste malien, donc très proche de la réalité sociale des populations. Oui. Quelles sont les vraies relations en ce moment de la Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien et du peuple malien? Sommes-nous toujours autant liés ou il y a de l'eau dans le gaz? Nous sommes toujours liés comme depuis avant, depuis le temps des Djoula, depuis le temps des grands commerces. Et le commerce de la cola, tout ça, nous sommes toujours liés. On ne peut pas être séparés, ce n'est pas possible. Maintenant, il y a les réseaux, il y a des gens, c'est une catégorie de voix qui s'élèvent sur les réseaux pour parler des relations actuellement comme ci, comme ça, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, mais ce sont juste des provocateurs, ce sont juste des faiseurs de bruit. Sinon, la Côte d'Ivoire est liée, très, très fort liée au Mali, et le Mali est fort lié à la Côte d'Ivoire. On ne peut pas se séparer. On ne peut pas se séparer. Herman? Moi, j'ai rapidement une question. On sait que les artistes, ce sont des artistes, c'est des œuvres artistiques, donc ils s'inspirent toujours d'événements. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous inspire la présence de la junte malienne au pouvoir? La junte malienne au pouvoir,
Ça m'inspire quoi? Ils sont en train de nettoyer la place d'abord, parce qu'il y a nous avons des djihadistes, des gens qui brûlent des champs. Nous sommes un pays du Sahel, on n'a pas autant de pluie et de forêts comme ici. Donc ce qu'on essaie de faire pousser quand c'est prêt, il y a d'autres personnes qui viennent brûler. Il y a des gens qui empêchent certains villageois de rentrer dans leur village. Et on tire sur des bateaux où il n'y a que des passagers. Voilà, une situation pareille est faite par une certaine catégorie de personnes qui se croient maliens. Je ne pense pas. Vous vous sentez proche du combat de la junte? Oui, oui, on a besoin de cette junte. On a besoin de cette junte pour longtemps, pour que le territoire puisse être bien nettoyé, que l'on puisse vivre normalement un peu. Élisée Boulougbe. Vous êtes un artiste et généralement les artistes n'ont pas de couleur en fait. Les artistes, c'est vraiment, ils représentent le peuple. Et là, récemment, on a eu une décision tombée des autorités françaises qui interdisait désormais la production d'artistes venant du Mali, du Niger et du Burkina en France. Et même la rupture des contrats de certaines maisons avec ces artistes-là. Quel commentaire faites-vous? C'est la petite guéguerre d'une communauté. C'est-à-dire que la communauté politique, il y a eu un moment, l'ambassadeur de France qui a quitté, les radios qui ont été coupées, le canal 24 a été coupé. La France aussi est en train de faire quelque chose contre les Maliens. Par exemple, les universitaires n'ont plus de visa pour aller continuer les études. Les étudiants également n'ont plus de programme français. Les étudiants, voilà, c'est comme, voilà, c'est donnant-donnant. Mais nous sommes en train de passer un petit moment de l'histoire de la colonisation. Et parce qu'on évolue, les choses ont changé, les choses vont continuer à changer. Ça va continuer à changer. Ça va continuer à changer. Oui. Daouda, Monsieur Koïté, moi j'ai une inquiétude parce que tout à l'heure, mon confrère vous demandait concernant la junte, vous dites soutenir la junte. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes un peu à mal quand la France dit se retenir de tout ça, on ne finance plus, on ne veut plus de conseils de Maliens. Est-ce que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, la France dise non, on ne veut plus de Maliens, puisque la junte que vous soutenez n'est pas d'accord avec eux. La junte leur dit sortez de chez nous, partez de chez nous. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de dire aux artistes aussi on ne veut pas de vous? Non, je ne dis pas que la France n'a pas le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire comme un réciprocité. Voilà, merci, réciprocité. Je m'appelle Kouaté. Hein. Kouaté, d'accord. Et je ne suis pas du tout contre, hein. Mais c'est un jeu qu'on est en train d'assister tout simplement. Parce que nous avons des intérêts liés. Hein. Donc, nous devons juste regarder faire. Vous devez regarder faire, vous dites. Il y a des choses qui vont se régler, sûrement. Très il y a des choses qui vont se régler. Isabelle. En tant qu'artiste, vous représentez aussi la conscience du peuple. Et moi, j'aimerais savoir quel est votre regard aujourd'hui sur les différents coups d'État dans la sous-région? Les coups d'État dans la sous-région, oui. J'ai eu la chance de vivre ce moment-là. Je pouvais être tout petit sans me rendre compte de ce qui se passe. Mais j'ai eu la chance, j'ai plus de la cinquantaine. L'Afrique, les colons, les pays colonisés, généralement par la France, donc les pays francophones. Il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de choses que d'autres couches de la société ne supportent pas, comme par exemple les militaires. Les politiciens, déjà, entre eux, se mettent des bâtons dans les roues. La corruption, généralement. Et puis, l'influence de la France sur ces anciennes colonies et la nouvelle façon de nous coloniser aussi qui arrive, alors que les gens, les nouvelles personnes aussi qui sont là, ont des yeux un peu plus grands. Sortons, Habib, on va dire... politique. Non, sortons de la relation France-Afrique, tout ça. Revenons quand même entre nous, parce que vous êtes en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Un moment, beaucoup se posaient la question de savoir est-ce que ces relations-là un peu dures, tumultueuses entre la junte et le pouvoir ivoirien pouvaient avoir une incidence sur des artistes. On a même tenté de boycotter des artistes, tout ça. Quel est votre regard sur tout ça, vous qui allez avoir un concert ce vendredi? Est-ce que vous vous dites que les artistes n'ont rien à faire dans ce qui peut être des différends entre des politiques? Les artistes.
Nous, franchement, on n'aime pas, les artistes, on n'aime pas la révolution, on n'aime pas le couvre-feu, on n'aime pas tout ce qui peut... On n'aime pas le coup d'État, tout ce qui peut apaiser les gens de s'enjailler, de sortir, de se fréquenter, de se donner de la bonne humeur. On n'aime pas. Nous n'aimons pas la guerre, nous n'aimons pas tout ce qui se passe. Parce que nous ne sommes pas des éléments de ces guerres-là ou de ces tiraillements-là. Mais tout à l'heure, vous avez dit être proche de la... Enfin, vous avez dit soutenir la junte. Finalement, vous êtes où? Moi, je suis où? La junte qui est au Mali, qui est en train de défendre les populations contre les djihadistes. Je les supporte, je suis derrière eux à 100%. Ouais. Très bien. Mais ça ne veut pas dire que forcément, quand il y a des difficultés entre peuples africains, vous arrivez à vous positionner. Est-ce qu'aujourd'hui, pour terminer là-dessus, vous allez faire un concert? Est-ce que vous avez comme ça, vous dites, je viens parce que je dois apporter ma pierre dans quelque chose qui relève du panafricanisme ou du dialogue entre les peuples? Votre concert de ce vendredi à l'Institut français. Oui, mon intention, c'est que, ce que je dis toujours, je dois aller dans un autre pays. On m'a dit que, tu vas dans ce pays? Je ne dirai pas le nom du pays. Oui. Ce n'est pas l'Afrique. Donc, moi, je dis que la musique adoucit les mœurs. S'il y a des problèmes politiques, moi, je pense que si on arrive à faire passer des musiciens, des groupes comme la Navette d'Intisserand... Ça peut apaiser les tensions. Oui, ça peut apaiser les tensions, je crois bien. Herman? Moi, je voudrais revenir sur son activité ici. Le concert, quelles sont les articulations? Qu'est-ce que vous prévoyez pour le public ivoirien, le public qui va se déplacer, aller vous regarder? Oui, je demande à tout le monde de venir. Les amis, les fans, l'ami des fans et les familles. Venez tous parce que je vais jouer cette musique, c'est 2000 concerts que j'ai fait à travers le monde. À travers le monde, oui. Ce n'est pas pour rien. Je vais faire ça, je vais faire la musique. C'est une musique qui vient de ma passion. Je ne suis pas une star. Vous allez lancer des messages de paix, par exemple? Oui, bien sûr. Moi, je n'ai que des messages de paix, de tranquillité, de convivialité. C'est la plupart de mes messages. Je ne suis pas un musicien qui parle de politique de façon crue. Ok. Et évidemment, il y aura, vous lancez aussi des messages vis-à-vis de la jeunesse. On connaît cette chanson No More Cigarettes. Ouais, Toto, ne fumez pas la pipe de papa. Ne fumez pas, tout ça. C'est des titres justement pour inciter la jeunesse à avoir de bonnes attitudes, de bons comportements et à se prémunir contre un ensemble de fléaux. En tout cas, Habib Kouyaté, nous, on est très contents de savoir que vous êtes à Abidjan. Merci. Et que vous allez permettre à un nombre d'Ivoiriens qui aiment la musique tout court, qu'elle soit malienne ou ivoirienne, d'aller, comme vous avez dit, c'est vous qui avez employé le mot s'enjailler. Ça nous fait énormément plaisir. J'ai une question d'un internaute. En fait, il se posait la question juste de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, l'environnement au Mali est propice pour un artiste ivoirien d'aller y chanter? Et si l'environnement est propice pour un artiste ivoirien d'aller prester, nous avons quelques festivals qui se font maintenant. Maintenant parce que quand on est hors du pays, on pense que c'est beaucoup plus chaud, mais il y a des gens là-bas qui vivent. Et il y a des Ivoiriens qui font des concerts. C'était ça la question de notre téléspectateur. Oui, il y a des Ivoiriens qui sont invités, qui participent, tout se passe bien. À ces festivals-là, comment il s'appelle, le garçon? Didi B? Non. Qui d'autre? Non. Très bien, on retient qu'il y a des Ivoiriens qui il y a des Ivoiriens qui passent au Mali faire des concerts. Ouais. Très bien. Donc, en tout cas, vous faites partie de cette grande génération d'artistes maliens qui vendent la musique malienne non seulement, mais aussi la musique africaine à travers le monde. En tout cas, merci. On vous souhaite bonne chance du côté donc, de l'Institut français. Ce sera donc à partir de 20h vendredi. Quant à nous, on essaie de marquer notre fameuse pause. Voilà, on va faire la pause. On se retrouve dans quelques instants. L'actualité court, l'actualité est sur notre antenne, sur notre plateau. C'est le Grand Talk, vous le savez, du lundi au vendredi, de 19h à 20h30. Il faut parler de la vie de nos concitoyens, il faut parler justement des intérêts entre nos acteurs politiques. Et parfois, tout cela se fait, je le dis toujours, avec quelques éclats de voix. Mais il est intéressant de le noter.
C'est ça la démocratie. Il vaut mieux qu'on se bagarre en disant « ouais, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». Et nous sommes les promoteurs de cela, vous en rendez bien compte, sur Live TV. Merci de nous rejoindre sur nos différents canaux. On rappelle toujours, Christelle, sur le canal numéro 6, c'est la TNT, c'est tout clair, c'est tout beau, c'est tout joli. C'est aussi beau sur le canal de 206 de Canal+. Là aussi, vous nous retrouvez en HD et tout cela, ça plaît à beaucoup de monde. On continue nos sujets. Il s'agit de quoi? Il s'agit du président Alassane Ouattara qui, au sortir, ou en tout cas en plein conseil des ministres, a dit « les amis, je vais opérer un ensemble de nominations, des choses vont bouger ». Et puis aujourd'hui, le secrétaire général du gouvernement est venu, il a dit, du gouvernement, de la présidence, est venu, a dit « voici les nominations, les trucs annoncés par le président de la République ». Y a-t-il des surprises? Vous êtes étonnés de tout ça? Il faut qu'on nous dise exactement, nos amis sur ce plateau, ce qu'ils en pensent de ces nominations. Très bien. Alors, ainsi sont nommés M. Gilbert Koné-Kafana, ancien ministre d'État, en tant que représentant du président de la République. M. Awandoli Théophile, également ancien ministre et nommé inspecteur général d'État. Et au titre de la Cour de cassation, M. Yua Kofi, magistrat hors hiérarchie, est nommé président de la Cour de cassation. Ce n'est pas terminé. Au titre de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, le ministre Epiphane Zorobi Balo devient donc nouveau président de l'institution. Et au titre de la Grande Chancellerie de l'Ordre national, M. Ali Koulibaly, ancien ministre, est nommé donc Grand Chancelier de l'Ordre en remplacement de Mme Henriette Dagui-Diabaté, nommée Grande Chancelière honoraire de l'Ordre national en reconnaissance de sa grande contribution au rayonnement de l'institution. Le président de la République est-il en train, évidemment, de peaufiner sa nouvelle mouture à la tête de l'État? Comment vous voyez cela, Isabelle? Ah ben ça tombe sur vous. Oui, ça tombe sur moi. Non, moi, j'ai envie de résumer ça en 4 points. D'abord, le premier point, je dirais promotion de la jeunesse, parce que quand même, moi en tout cas, j'ai été surprise de voir le ministre Zorobi Epiphane être donc promu à la tête de l'institution, donc président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Il était déjà ministre de la bonne gouvernance. Donc en fait, on lui confère davantage de pouvoir. Il a à peine 55 ans, je veux dire, et voilà. Donc moi, je le prends comme une personne plus âgée, c'est cela? En tout cas, c'est une personne plus âgée qui quitte le poste, voilà. Pour une personne relativement jeune. Donc je dirais promotion de la jeunesse. Ensuite, le deuxième point, je dirais géopolitique. Toujours sur la géopolitique, par exemple, celui qui part au niveau de l'autorité de la bonne gouvernance, c'était donc quelqu'un du Nord. Aujourd'hui, on a quelqu'un plus ou moins du centre, voilà, du centre-ouest. Ensuite, le troisième point, c'est la loyauté. On voit clairement en fait que tous ceux qui ont été nommés sont vraiment des fidèles du président Alassane Ouattara et dont ne souffrent d'aucun doute, en tout cas la confiance que le président leur accorde, etc. Ils ont été avec lui depuis de très longues années. Et le quatrième point, je dirais la méritocratie, parce que tous en fait ont vraiment un parcours qui fait rêver, parce qu'ils ont été ministres, ils ont un parcours assez conséquent. Donc, ils méritent en tout cas les postes qui leur ont été conférés. Donc, voilà pour mes 4 points que je peux dire pour commencer. Herman, au-delà des 4 points d'Isabelle, est-ce que vous avez un autre regard de ces nominations? Je ne dirais pas un autre regard, j'ai mon regard. Je note que le haut représentant, la fonction de haut représentant du président de la République n'est pas une institution qui est dans la Constitution. Hein. Donc, et ça, il faut le noter. Et puis, mais ça vous inspire quoi? On peut se poser la question, à quoi cette institution-là, enfin ce poste-là va servir du moment où on a un vice-président, on a aussi un directeur de cabinet et un secrétaire général du président, il y a le Premier ministre, tout cela qui représente à certains endroits, à certaines cérémonies, à certains événements, le chef de l'État a certaines missions sur certains dossiers. Vous pensez que le cahier de charge oui, sera différent peut-être? On attend de voir, mais dans tous les cas, c'est tellement qu'on va bouffer un peu de missions des autres institutions qui sont déjà connues pour donner. Mais je pense que quand même, c'est vrai qu'on veut faire de la reconnaissance à ses fidèles, comme Isabelle le disait, on pourrait le faire autrement. Quand on prend même la grande chancelière, nous tous on est d'accord que c'est une dame au niveau universitaire, au niveau même de sa vie politique, au niveau même de son... C'est une femme d'État. Mais lorsqu'elle a été présidente d'une institution, qui est la grande chancellerie, qu'elle a gérée depuis de longues années,
qu'elle a besoin de se reposer. Je ne crois pas encore qu'on doit venir nommer de façon formelle, du moment où elle va à la retraite avec ses rentes viagères et autres. Est-ce que ce n'est pas un titre de reconnaissance? Oui, mais lorsqu'on est ancien président d'institution, on est déjà honoraire. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on l'inscrit de façon formelle dans un comité bon, je ne sais pas à quoi cela répond, mais on suppose que, comme on le dit souvent ici, maintenant, voilà la question de la haute autorité de la bonne gouvernance. Je disais tout à l'heure, la dernière fois, que on ne peut pas avoir un ministère de la bonne gouvernance. Et avoir une autre. Aujourd'hui, le président, il nous a écoutés. Je pense que mon plaidoyer, il est passé ici. Parce que je pense bien que le prochain gouvernement, le poste de... je ne dirais pas que ça ne servait à rien, mais il y avait une certaine... ça faisait double emploi. Ça faisait doublon. Aujourd'hui, je peux espérer que ce poste de gouvernement, on aurait... Oui, ça, puisque le ministre même c'est lui qui a été promu à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Daouda, on a entendu donc Isabelle qui a présenté un peu comme par rapport à ma question, la nouvelle mouture d'une forme de task force de confiance autour du président. Et on entend notre très cher Herman nous dire « Oh, attention, il y a quelques incongruités ». Est-ce que vous partagez son avis et qu'est-ce que cela vous fait en termes de réaction par rapport aux propos d'Herman? Bon, en fait, je ne veux pas partager l'avis, j'ai mon avis personnel. Oui, mais justement, sur la question. Allez-y. Pour moi, je pense qu'elle parlait de jeunesse ou encore elle parlait de promotion. Moi, je ne vois pas ça en termes de promotion. Mon avis sur la question, c'est qu'il y avait une autorité de la bonne gouvernance et en même temps un ministère de la bonne gouvernance. Pour moi, ça ne servait pratiquement à rien. Il y avait doublon de prérogatives en fait sur la même question. Dieu merci, ça a été changé. Je suis sûr et certain. On n'aura pas de ministre. Je peux me tromper, mais je me dis qu'il n'y aura pas de ministre de la bonne gouvernance. Pas le sujet. Qu'est-ce que vous pensez de la nomination? Maintenant, deuxième chose. Non, c'est une très bonne nomination. Au moins, il y a un ministère qui bouge. Ça, on n'en sait rien d'abord. On n'en sait rien, mais je pense... Vous ne commencez pas à chercher le sexe du poulet. Oui, je sais. Il y a une... Non, doucement. Il y a comment tu appelles ça? André, si tu me laisses terminer, ça serait pas mal aussi. André, je retiens que sur ce plateau, si on fait revenir Lava, il y a des gens qui ont constaté qu'il ne défendait pas la même chose la dernière fois. Parce que Daoud a été diamétralement opposé à moi lorsqu'on avait évoqué le sujet. Moi, je pense qu'on ne peut plus parler ici. Attendez, on va continuer comme ça. Parce que je pense qu'on a une fois. On a une fois parce que vous continuez de parler. Non, mais si vous me coupez. Mais vous n'avez pas à dire ça. Taisez-vous et puis vous allez voir que les choses évoluent. On vous dit simplement, le sujet, c'est la nomination. On n'en sait rien pour ce qui est du poste au gouvernement. Donc prononçons-nous sur la nomination de Zorobi Balo Epiphane à la tête de cette institution. Mais est-ce que ce n'est pas ce que j'étais en train de faire tout à l'heure lorsque vous êtes rentré avec vos interventions pirates? C'est de ça qu'il s'agit aussi. Si vous répondez à la question, vous avez dit que ce serait... Oui, mais au moins j'ai le droit de parler. Ce que je veux dire qui est simple, c'est que s'il parle à la bonne gouvernance, de mon analyse, c'est que techniquement, on ne peut pas avoir doublon au niveau du même poste. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, j'aimerais juste m'attarder sur la nomination de Ariel Dagli-Diabaté, qui aujourd'hui est une femme inspirante, qui a fait les beaux jours de la Côte d'Ivoire, qui a été la première femme ministre d'État en Côte d'Ivoire. Elle était dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny. Elle a fait le gouvernement de, comment on appelle ça, Henri Konan Bédié. Et même quand le RDR, en son temps, le président Alassane Ouattara était en exil, mais c'est elle qui a mené la bataille du RDR d'alors jusqu'à aujourd'hui. Donc, je veux dire, cette nomination, même si ça peut faire grincer des dents, j'estime pour ma part que c'est une nomination qui est méritée parce que cette femme-là inspire la jeunesse ivoirienne et son héritage même inspire et va inspirer beaucoup de jeunes filles quand on sait que dans la politique en Côte d'Ivoire, le quota des femmes, les 3,5% des femmes, les 1 tiers des femmes au gouvernement même n'est pas respecté. Dans les partis politiques, ce n'est pas respecté. J'estime que les femmes, les jeunes filles doivent s'inspirer d'elle et les jeunes doivent s'inspirer de cette dame. Donc sa nomination, elle est méritée. Oui, c'est mon point. D'autant plus que ce n'est pas nouveau. Hein. Même, je prends le cas d'espèce, par exemple, au niveau de l'UNJCI. L'ancien président de l'UNJCI est aujourd'hui président honoraire. Donc j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui se fait de façon consensuelle, de façon usuelle. Il n'est pas très convaincu, notre très cher Élisée Bolougbe. Après, j'ai envie de revenir sur ce que Herman a dit. On va vous donner la parole, vous n'en faites pas. Élisée Bolougbe. D'accord, ok. Moi, ce qui m'inspire, ces nominations, je pense que comme plusieurs Ivoiriens, je reste vraiment dans le questionnement. C'est-à-dire? Qu'est-ce qui justifie certaines de ces nominations? Lesquelles, par exemple? Notamment le haut représentant du chef de l'État, du président de la République. Pour vous, ce n'est pas important? Non, ce n'est pas important.
Je pense qu'on marche sur... Je ne vais pas remettre en cause ce que le président a fait, mais je me pose vraiment des questions. Parce que pour moi, il n'y a pas plus haut représentant du président de la République que le vice-président. À un degré moindre, le Premier ministre ou les représentants du gouvernement. Un haut représentant, je serais très intéressé qu'on me donne effectivement les prérogatives qui lui sont assignées pour qu'on puisse vraiment comprendre l'opportunité ou ce qui justifie fondamentalement qu'on puisse nommer, faire une telle nomination. Ça, c'est le premier point. Le second point, effectivement, que je salue d'ailleurs, c'est la question de haute autorité de bonne gouvernance et le ministère de la gouvernance. Comme tout le monde l'a dit ici, moi, je trouvais que ça faisait doublon. Ça faisait doublon. On peut avoir une autorité et puis, à plus, avoir un ministère. Je suppose qu'aujourd'hui, prendre le ministre et le mettre à la haute autorité, c'est insidieusement ou bien implicitement en train de nous dire que ce poste ministériel-là va certainement céder. Je suppose que c'est ça, parce qu'on a vu le ministre Zorobi faire de belles choses quand même à ce ministère et on estime que peut-être à l'autorité, il continuera ce qu'il a fait. À côté de ça, concernant les nominations honoraires de la grande chancelière, moi, pour ma part, c'est une doléance. Honnêtement, c'est le droit du président de la nommer à titre honoraire. Mais la grande chancelière que moi je vois, elle a tellement servi le pays, elle a été tellement exemplaire qu'aujourd'hui, je pense qu'il est temps de la laisser se reposer. Vraiment lui donner l'opportunité de se retirer, vivre une retraite paisible, parce qu'elle le mérite. Elle était de toute jeunesse au front. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la peine de l'affubler d'un titre même. C'est-à-dire on la laisse tranquille, elle va vivre paisiblement avec sa famille. C'est une fonction honoraire. Ok, d'accord. Parce que comme elle vous pose la question, je veux savoir, est-ce que tout le monde a compris ce que c'est qu'une fonction honoraire? Parce que tous les matins, elle n'est pas au bureau. Quoi, enfin. Il n'y a pas de bureau. Oui. Voilà, je sais pas, fonction honoraire, je suis obligé de réagir parce que ça fait 2 fois que j'entends ça. Je suis d'accord. Fonction honoraire, c'est vraiment... Je suis d'accord. C'est un titre protocolaire, voilà, honorifique. Donc, il va terminer sur son argumentaire. Élisée, allez-y. D'accord. Terminons, parce qu'il y a un deuxième point par rapport, enfin, il y a un dernier point par rapport aux nominations. Donc, comme je le dis, vraiment, dans l'ensemble, je reste vraiment dans des questionnements. Pour être honnête, je reste vraiment dans des questionnements. Peut-être que les semaines à venir, on aura plus de détails sur les contenus de ces différentes nominations, ce qui a motivé. Pour la nomination à la Cour de cassation, c'est normal, hein, parce que celle qui était à la tête de la Cour de cassation est montée au Conseil constitutionnel. Donc, c'est normal que ce poste-là soit. Et ce magistrat, c'est un magistrat émérite, donc ça me va. Très bien. Ma galanterie m'oblige à vous accorder 15 secondes, Isabelle, avant de recevoir notre invité sur un sujet aussi important. Ouais, c'est le pouvoir vraiment discrétionnaire, régalien et j'ai envie de dire de son pouvoir souverain de nommer qui il veut, voilà, quand il veut et aux instances qu'il veut. Concernant le cas du ministre Gilbert Koné-Kafana, pour ma part, en tout cas, je pense que c'est une nomination qui a plus en fait une tendance politique. Vous savez, aujourd'hui, au niveau du RHDP, il y a beaucoup de ministres d'État, lui-même étant ministre d'État, pour pouvoir asseoir donc sa légitimité et aussi son pouvoir donc sur le parti politique, il fallait peut-être lui conférer un statut un peu plus haut, voilà, avec le rang par exemple de président d'institution. Après, on pourrait penser en fait que c'est peut-être une vice-présidence bis, mais en réalité, il n'en est rien, parce que par exemple au niveau du vice-président, ses prérogatives sont claires et elles sont purement administratives. Mais Gilbert Koné-Kafana, ses prérogatives sont plus politiques qu'administratives. Donc j'ai envie de dire par exemple que le vice-président va s'occuper donc des affaires administratives et Gilbert Koné-Kafana va représenter le président de la République au niveau politique. Très bien. Voici donc les avis sont partagés. Certains ne comprennent pas vraiment le sens de ces nominations. D'autres y voient donc une explication un peu politique. Certains parlent de administratif. C'est cela aussi l'analyse qu'on peut faire librement des actions portées par nos gouvernants. Les actions portées par nos gouvernants impactent de nombreux publics. Parlons-en, c'est le cas des enseignants qui sont donc dans le privé et le privé laïque. Et pour en parler, nous recevons ici l'une des autorités, c'est le secrétaire général du Cinéplacie. Il veut attirer notre attention, Christelle, sur la question des salaires de tout ce personnel qui se retrouve dans les établissements privés de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Alors, Cinéplacie entendait syndicat national des enseignants et personnels non enseignants du privé laïque de Côte d'Ivoire. Monsieur, vous n'êtes pas content. Vous êtes donc le secrétaire général. C'est cela, voilà. Monsieur Kamara Oumar, vous n'êtes pas du tout content des décisions non appliquées par par les différents fondateurs. Pouvez-vous rappeler en 1 minute ce qui se passe concrètement? Merci, madame. C'est mon plaisir. Tout d'abord, vous dire merci de l'occasion que vous nous offrez pour nous exprimer sur la situation des enseignants du privé.
Ce qui se passe, c'est tout simplement des droits et des groupes qui veulent déréglementer le système. Ouais. Voilà, c'est tout. Des droits et des groupes. Voilà, c'est-à-dire que les enseignants, privés ou publics, vous avez les mêmes droits. Il y en a qui trouvent qu'aujourd'hui, pour eux, les enseignants du privé n'ont pas droit à ces droits. Voilà, c'est aussi le débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les travailleurs ont droit à des augmentations de salaires. On innove les enseignants du privé, on annule toutes les augmentations de salaires. Quand vous dites on annule, vous parlez de Qui annule? Les fondateurs. Ça dit que Attendez, des fondateurs et des syndicats vont signer un document Voilà, c'est pour bien dire qu'on sache tout ça. qu'ils annulent des augmentations qui sont données depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Alors, C'est c'était qui- quoi, très rapidement, pour permettre à l'ensemble de notre plateau de se situer là-dessus, c'était quoi ces processus d'augmentation? Chaque année, chaque mois, c'était quoi ce principe? L'État, compte tenu de la situation, peut décider des augmentations des salaires C'est pour le niveau de vie. Tout à fait. Et donc, on en a eu en 1994, en 1995, en 1996, 98, 2015 et aujourd'hui, 2023. C'est ça. Voilà, c'est des dispositions d'ordre public. Mais des malins disent par un document que nous, on annule ça. Très bien. Et ces malins, c'est vous qui? avez M. Oumar Oui. Camara, à qui vous pouvez poser vos questions. Ces malins dont vous parlez, qui disent qu'on annule ça, c'est qui? C'est-à-dire Parce qu'on que suppose que le l'État a pris une patronat- décision et des gens se lèvent et disent on annule. Voilà. Le patronat s'associe à d'autres syndicats pour dire qu'ils annulent les augmentations données Des à syndicats d'enseignants. Hein. les syndicats d'enseignants Très du bien. privé. Et qu'ils annulent toutes ces augmentations-là. Et Ces augmentations qui sont décidées par l'État qui sont décidées par et, l'État. des syndicats Qui et sont des donc patronats enseignants également. décident donc Voilà. d'aller à l'encontre des décisions prises par l'État. C'est ce que vous nous dites. Totalement. Quelles sont les actions que vous menez pour voir régler ce problème-là? Bon, on en a fait d'abord aller au tribunal, mais malheureusement, les dossiers de plainte sont bloqués au niveau du ministère de l'Emploi. On a porté plainte à la haute autorité de la bonne gouvernance, au ministre de la bonne gouvernance et au procureur de la République. Parce que personne ne peut annuler des augmentations données par l'État. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'enseignant du privé, on dit qu'il a 103 000. C'est ça. Or, ce 103 000, depuis 1994, il a subi des augmentations Mais vous n'en qui bénéficiez font aujourd'hui que ça fait 200 000. Mais chaque fois qu'on dit une augmentation, on dit non, nous, on annule tout ce qui est passé, vous retournez à 103 000, on prend le taux de ceci, on met là-dessus. 103 000 francs par mois. 103 000 francs par mois. Or, le principe des augmentations, c'est quoi? On vous dit la dernière augmentation en Côte d'Ivoire, c'est 2015. Vous allez en réunion pour trouver un taux à mettre sur 2015 pour donner 2023. Mais pour le privé, laïque, on dit non, mais pas sur 2015, on retourne jusqu'en 1994. Très bien. Herman Aboam, votre réaction par rapport à J'ai tout une ça? autre question. Oui. C'est bien ça. Ça, il faut dire que ce sont des enseignants Oui. qui sont, je veux dire, qui ne sont pas des vacataires, ce sont des enseignants qui sont réguliers dans les entreprises. Aujourd'hui, on sait que l'enseignement privé en Côte d'Ivoire utilise beaucoup de vacataires. Et il est dit même que souvent, ils sont payés au taux horaire de souvent 1 500 francs CFA, 2 000 francs CFA par heure dans leur discipline. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour ceux-là, puisqu'ils sont aussi enseignants du privé? Ok. En fait, quand on s'en tient au texte, la vacation n'existe pas dans l'enseignement privé. La vacation n'existe même pas dans le Code du travail. Ça n'existe pas. C'est des emprunts, des abus, rien que pour grignoter le salaire des gens. Si on veut respecter la réglementation, tous les enseignants ont les mêmes droits, que tu Privé sois ou public? Public. Parce que le public est géré par le Code du travail, le Code de la fonction publique, le privé par le Code du travail, mais les deux sont gérés par un même test qui n'est pas codifié, les dispositions pédagogiques qui sont les mêmes que tu sois au public ou au privé, c'est les mêmes enseignements, les mêmes découpages, les mêmes choses. D'accord. Mais pourquoi alors les enseignants sont toujours dans ce système-là? Eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font concrètement? C'est des abus. La peur des licenciements à n'en plus finir. On se bat aujourd'hui. Toutes les sections syndicales sur tout le territoire national sont licenciées pour les empêcher de réagir. Toutes les plaintes sont bloquées. Mais sinon, tout ce qui se passe est fait de manière illégale. De manière Aucun texte. illégale, vous dites. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? J'imagine que vous avez quelques interrogations pour M. Camara Oumar. Oui, moi, à vous entendre, c'est quelque chose qui dure dans le temps. On se pose donc la question, qu'est-ce qui est fait pour que cette situation que vous décriez
dure dans le temps, comme si les pouvoirs publics ne sont pas saisis de l'affaire. Est-ce que vous les avez saisis? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? Les pouvoirs sont saisis. Je tiens par exemple à vous dire que à une certaine époque, le président de la République, Félix Houphouët-Boigny, a décidé que la fonction enseignante n'est pas prisée et donc a de les décrocher pour attirer les gens dans ce milieu. On a un nouveau salaire. Et ce salaire-là, au niveau du public, ils le savent, au niveau du privé, c'est le salaire du contenu d'un barème de 1982. C'est ça. Voilà. Et à une certaine époque, les difficultés financières faisant, l'État a dit, bon, les nouveaux enseignants, on ne vous paye plus au même taux que les autres, vous avez un salaire plus petit. C'est là qu'on a parlé de double salaire au public. Ouais. Nous aussi, on l'a appliqué. Le raccrochage. On nous l'a appliqué, ce qui fait que nous aussi, on a eu un deuxième barème, le barème de 94. C'est ça. Qui dit? En 2001, l'État a eu des moyens, il a supprimé cela. Les confessionnels, les privés confessionnels l'ont supprimé, c'est les laïcs qui sont restés avec. Ils ont écrit au gouvernement pour dire que nous n'allons pas décrocher les enseignants du privé tant que vous ne payez pas telle dette. Et jusqu'à aujourd'hui, cette dette-là, c'était 1 milliard. La dette court toujours? 1,4 milliard, aujourd'hui, il reste 200 millions. D'accord. Qu'on n'arrive pas à faire payer parce qu'eux-mêmes, ils poussent les pions pour qu'on ne le paye pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit décroché. Très bien. Permettons à Isabelle Vauvort de réagir ou de vous relancer sur un des sujets. Moi, ma question, elle est simple. J'aimerais savoir ce qui motive en fait ces syndicats à aller contre les décisions de l'État. Vous savez, c'est la part du gain. Ils ne vont pas contre la décision de l'État. Ils vont, parce qu'aujourd'hui, le Cinéplacy, c'est le syndicat le plus ancien, le plus chose. Ils sont là pour aider l'employeur à contrecarrer les activités du Cinéplacy. C'est tout. Mais est-ce que le combat que les Cinéplacy mènent, est-ce que ça les arrange eux-mêmes? Qui, eux? Je parle de ceux Les qui syndicats. sont les syndicats qui s'opposent à vous. Non, c'est-à-dire que c'est des gens qui, pour eux, les classes ne les intéressent pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des tests pour dire qu'ils sont des syndicats, mais ils ne vont pas dans les écoles pour aider les gens. Vous pensez que ça peut être des syndicats suscités par les fondateurs, le patronat? Pour la plupart, parce qu'on ne les voit même pas sur le terrain. C'est quand on dit qu'il y a une réunion au sommet qu'on les voit toujours qu'ils arrivent. Est-ce que vous sentez aujourd'hui... Sinon, comment voulez-vous que quelqu'un puisse dire qu'il est syndicaliste et puis signer enseignant qu'on annule les augmentations de salaire? Que votre combat, Oui. comment est-ce qu'il est quelle est l'adhésion que les enseignants du privé laïque vous portent? Quelle est l'adhésion? Bon, ils sont nombreux, mais il faut dire que si vous entendez qu'il y a un licenciement, c'est les membres du Cinéplacy qu'on licencie partout. Il y a eu un licenciement il n'y a pas longtemps? Oui, il y en a toujours. Il y en a toujours. Mais l'adversité est telle que vous prenez du balayeur jusqu'au sommet de l'État, c'est des fondateurs. On va parler de cette circulaire Voilà. du ministre Adama Kamara, Oui. qui justement incite, parce que c'est le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, donc qui incite les entreprises à respecter les minima fixés donc, dans le cadre de conventions par catégorie. Alors sur ça précisément, comment réagissent les établissements et les employeurs dans l'application justement de ces conventions entre travailleurs et entre patronats? Bon, vous savez, dans ce genre de discussion, vous allez à une négociation pour décider du taux à mettre sur le salaire de 2015 pour avoir le salaire de 2023. Mais on n'a rien compris. Dans cet arrêté, il est mentionné que le barème de référence est 2015. Donc les taux sont à mettre sur 2015. Mais si vous lisez l'arrêté, pour l'enseignement privé laïque, on a mis une mention pour dire que non, pour l'enseignement privé laïque, on mettra sur 1992. Or, entre 1992 et 2015, ça veut dire 94, 96, 80, ça veut dire qu'on rase tout ça. Donc, ça veut dire que pour les enseignants du privé, ce n'est plus une augmentation des salaires, c'est une diminution drastique des salaires. Au vu de ce combat, est-ce Oui. que vous pouvez affirmer sur ce plateau que vous vous sentez tout seul et on pourrait comprendre que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, d'où les cours de renforcement, d'où tout ce qui est fait justement pour pouvoir tenir les deux bouts? Oui, c'est ça. C'est ce qui fait tout. Pas plus tard que le mois passé, on a un camarade qui est décédé. Il a 2 emplois du temps, 40 heures pour pouvoir joindre les deux bouts. Parce qu'il a 103 000 francs CFA par mois. Mais ça, on dit 103 000, c'est ce qui est sur le papier, mais il y en a qui ont moins que ça.
Il y en a qui ont moins que ça. Il y en a qui sont payés 8 mois, 4 mois. On ne sait pourquoi. Alors qu'aucune loi ne le dit. Aujourd'hui, on nous prend comme des travailleurs du privé, comme des gens des usines. Alors qu'il y a une différence fondamentale. Il y a une différence fondamentale. On va être très concret pour terminer cet entretien. C'est bien sûr la réaction du ministère de l'Éducation nationale qui est, on va dire, votre ministère de tutelle. Alors, sur les cas précis de la situation des travailleurs dans le privé, que vous dit exactement le ministère en termes d'application, en termes de revalorisation? C'est quoi la parole du ministère? Le ministère nous dit que c'est une affaire de privé de régler sans privé. Ah, alors que... Sachant qu'il y a des orientés de l'État dans ces établissements. Oui, mais c'est comme ça. Chaque fois qu'il y a un remaniement, qu'il y a un nouveau ministre qui arrive, vous savez, le ministre arrive, mais il trouve des barons qui sont assis, qui vous disent, voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, c'est ce qu'elle a épousé. Alors que c'est elle qui, c'est elle qui gère l'école. Et c'est son rôle. Nous l'avons interpellé, nous avons fait toutes sortes de demandes d'audience. Aujourd'hui, vous vous sentez un peu démuni? Vous vous dites que la collectivité nationale ne vous écoute pas, ne prend pas en compte démuni, non, nous avons pris une disposition. Nous avons dit aux camarades que l'arrêté qui est sorti dit ceci. Donc vous attendez beaucoup de ce remaniement alors? Le remaniement? Pourquoi? Vraiment, la question est essentielle. Non, c'est la même chose. Celui qui va venir, on va lui dire la même chose aussi. Donc ça, pour nous, c'est le remaniement. Mais en tout cas, on a espoir. Mais ce que nous avons dit, c'est qu'aujourd'hui, on est fatigué de cette situation. On en a ras le bol. Les consignes ont été données aux camarades. Le fondateur qui vient vous déposer un barème pour dire celui-là, il faut lui dire que le barème doit être mis à jour jusqu'en 2015 d'abord, avant d'appliquer le taux. Si ce n'est pas fait, le tribunal du travail. Le tribunal du travail, très bien. Il faut justement Et sans oublier du côté syndical, les grèves, le mot d'ordre des grèves et tout ça. C'est-à-dire que dans ces jours-là, ça va vraiment... on espère qu'on ne va pas en arriver là, puisque l'un des leitmotivs, évidemment, donc, de notre contrat social, c'est le dialogue social. On espère que ce dialogue va être instauré entre les différentes parties, puisque l'État a besoin que les enfants aillent à l'école, l'État bénéficie, on va dire, du soutien du secteur privé, et l'État a besoin de faire en sorte que ceux qui tiennent ce secteur privé soient dans de meilleurs esprits pour accompagner nos jeunes enfants. En tout cas, M. Kamara Omar, nous vous remercions d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir permis à nos téléspectateurs d'être éclairés sur le sujet. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Isabelle, Élisée, Herman, Daouda. On espère en tout cas, André, on se quitte sur une note d'espoir. On espère que la chose va trouver solution pour que les enfants aillent à l'école sereinement et que vous aussi puissiez bénéficier de ce que vous avez appris du métier que vous aimez. Merci. Quant à nous, on se retrouvera demain. D'ici là, en tout cas, portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis. Et puis voilà, les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.